Salut à tous et bienvenue dans cette troisième partie de notre entretien consacré à la parution de Sucre Noir de Miguel Bonnefoy. Alors dans la deuxième partie de notre entretien, Miguel, nous nous étions arrêtés sur le fait que les deux personnages principaux, Serena et Severo, déployaient tous les efforts du monde pour avoir un enfant. Cet enfant, il va venir, mais dans des circonstances un petit peu particulières, et si tu le veux bien, j'aimerais que tu nous lises le passage de cette apparition. Bien sûr. C'était une époque où on faisait encore des cultures sur brûlis, c'est-à-dire que les champs de canne à sucre étaient régulièrement brûlés pour pouvoir éliminer les feuilles et pour pouvoir éloigner les serpents. Et qu'après on fasse la coupe facilement pour pouvoir faire des bottes de canne qu'on amenait dans une charrette et puis l'emmener directement au pressoir pour pouvoir tirer la mélasse. Non. Et donc en effet, pendant cet incendie, il se passera quelque chose. Le feu emplissait l'air d'une odeur de caramel. Il ronflait comme 100 forges. Les branches tombaient avec fracas, et les bêtes dans les enclos beuglaient, poussaient des cris d'angoisse. Soudain, au loin, des chevaux qui broutaient s'affolèrent en voyant passer une masse sombre sous leurs sabots. C'était le chien Oro, qui aboyait et courait vers les flammes jusqu'à perdre haleine. L'Andalou l'appela, se fâcha. Il cria à s'époumoner, mais le chien disparut dans la fournaise. Tout à coup, il réapparut, fumant de partout, le pelage roussi. Il tenait entre ses dents une boîte à chaussures à moitié brûlée. On l'ouvrit sous le regard d'une foule. Au fond, dormait en rond un animal cramoisi, aux poils fauves, petit comme un écureuil. Des pattes touffues entouraient sa tête, et on ne voyait pas sa queue, tant elle était enroulée autour de son ventre. Il était inoffensif, tremblant de ses petits muscles, la fourrure charbonnée, tout couvert de cendres et de rameaux. Il bougea un peu, raidit son dos, et ouvrit la bouche pour émettre un cri sauvage. Mais ce qui en sortit, un bruit entre le bramement et le râle, ne jaillissait pas d'une gorge animale. Le petit corps se tourna, et le visage d'un nouveau-né apparut. Merci Miguel. Alors, la découverte de ce nouveau-né apparu dans les flammes va être l'occasion pour moi de t'interroger un peu sur une thématique en particulier qui me semble affleurer dans l'un comme dans l'autre de tes romans. Il s'agit de la religion. Je me permets une petite phrase d'introduction pour parler de cette thématique. Tu écris dans Sucre Noir: l'abondance de la ferme des Bracamonte avait fait tout à la fois la grandeur et la perte du village. Il y avait là la nature des malédictions bibliques. Voilà l'adjectif sur lequel j'aimerais m'arrêter un peu avec toi. Alors, elle ne porte pas n'importe quel prénom, la fille de Serena et Severo, elle s'appelle Eva Fuego. Et précisément, il y a beaucoup de références, plus ou moins tacites, dans ton roman, à l'histoire d'Adam et Ève. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Et si oui, je suppose, quelle est la signification de cet appel à l'histoire biblique? Très intéressant ce que tu es en train de dire, et j'aime beaucoup la façon dont tu tournes les choses, et je trouve que ta lecture est excellente. Et par rapport aux malédictions bibliques, je pense que ça vient, plus que Adam et Ève, ça vient de l'histoire du pétrole vénézuélien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de couche politique, une allégorie, une parabole qui a été faite dans le livre, puisque la plus grande tragédie du Venezuela est d'avoir découvert le pétrole dans les années 20, et puis à partir de là, on a arrêté de produire et on s'est mis à importer. Le pétrole, alors, a été notre malédiction biblique. Ça a été à la fois... La sortie de l'Éden. Exactement, la sortie de l'Éden, à la fois donc la grandeur, puisque c'est la découverte du monde, et à la fois la perte, puisque c'est l'exil de l'Éden, comme tu dis. On était des cultures de sucre, des cultures de maïs, des cultures de riz, des cultures de café, des cultures de cacao, des cultures de tabac, d'indigo, de coton. Ça, c'était les cultures que nous avions juste avant la découverte du pétrole. Le pétrole arrive et les terres commencent à s'assécher. On ne travaille plus les élevages bovins. On ne multiplie plus les poules dans les volières, on ne fait plus des barrages, on ne fait plus des écoles, on ne fait plus des universités, on ne fait qu'une seule chose, c'est vendre du pétrole aux États-Unis pour avoir des dollars, et avec ces dollars pouvoir acheter les différentes denrées dans les pays voisins. Ça a été notre malédiction. On aurait dû, comme disait Urlar Pietri, on aurait dû semer le pétrole pour pouvoir justement en créer de nouveaux fruits,
C'est ce qu'a fait par exemple la Norvège. Et le pétrole, tu n'en parles qu'en une occurrence. Qu'en une occurrence, oui, qui exactement. paraît un peu anodine, mais... Mais c'est un clin d'œil fondamental, là, tout est là. Et elle correspond... Enfin, l'arrivée du pétrole correspond précisément au moment où Eva Fuego, qui va grandir, et nous verrons, commence à réussir dans sa propre entreprise industrielle. Exactement, tu as tout compris. Donc l'idée, c'était faire une analogie, si tu veux, entre l'histoire du pétrole vénézuélien et l'histoire de Eva Fuego, qui, elle, est une femme de son siècle, et qui, à la base, moi, je l'avais présentée comme un personnage masculin. C'est-à-dire, j'avais fait une colonne de couleurs, de parfums, d'odeurs, et de description du personnage qui était absolument masculine. C'est-à-dire qu'il allait porter des pantalons, il allait avoir les cheveux coupés à la garçonne, il allait dresser des épagnols, il allait couper comme ça des écorces d'arbres à la hache, il allait manger des mangues comme ça en les suçant directement du noyau avec la goutte qui tombe jusqu'au coude. Ça allait être absolument un homme. Et cependant, pendant l'écriture, alors que ce personnage devait naître du feu, avoir quelque chose de dictatorial, de tyrannique, créer une sorte d'autocratie ou de gouvernement à l'intérieur du village, ma petite sœur, qui travaille pour Woman Help Woman, qui travaille justement, qui est militante, activiste, féministe, qui va régulièrement en Afrique noire pour s'occuper du droit à l'accès aux soins, du droit à l'avortement, du droit aux informations, m'a dit pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ce soit un homme qu'on associe à la tyrannie, à la dictature ? Pourquoi sans cesse il faut imaginer que c'est un homme qui lui va posséder la terre et qui va être dans une forme de puissance par rapport à l'endroit où il est, par rapport au village qu'il va essayer de gouverner? Est-ce que si tu lui donnais par exemple le nom d'une femme, est-ce que tout à coup ça ne donnerait pas à ton personnage quelque chose de beaucoup plus incroyable, un relief que tu n'avais pas soupçonné, en gardant exactement la même couleur? Fais-la porter des pantalons, qu'elle ait les cheveux courts, qu'elle dresse des épagnols, qu'elle coupe les arbres à la hache, mais que ce soit une femme. Alors aussitôt, figure-toi que j'ai décidé de lui donner un nom. Et ma petite sœur s'appelle Eva. Et donc l'idée était que le personnage, quand il naisse du feu, on lui donne le nom de la première femme et du premier élément, Eva Fuego. Ça a été une conséquence tout simplement de choses qui sont anecdotiques. Et bien entendu, et c'est pour ça que je trouve très beau la multiplicité des lectures est très intelligent et profond ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, quand on est en train d'écrire et qu'on a la couture, on a le dessous des cartes, on a les coulisses, tu te rends compte que finalement, l'écriture d'un texte ne vient tout simplement que de choses entendues, que de choses lues. On parlait tout à l'heure de l'idée de la textualité, cette idée de ce sont 1000 morceaux épars et clairsemés autour de ta vie qui composent tout à coup une sorte de tapis que tu présentes au monde. Et ce qui est magnifique, c'est se rendre compte qu'il y a des lecteurs aussi avisés et intelligents que toi, par exemple, qui aussitôt en prenant le texte, arrivent à en tirer quelque chose que toi tu n'avais même pas vu. Alors Miguel, tu parles de tes influences comme autant de bouts de tissu, et parmi ces bouts, il y en a un dont j'aurais voulu parler plus précisément avec toi. Ne prends pas cet air apeuré, ne t'inquiète pas. Et peut-être que je suis partie dans des délires complètement infinis, mais j'aimerais au moins te poser la question pour en avoir la certitude. Le personnage d'Eva Fuego m'a fait penser à un autre personnage de la littérature, pas sud-américaine, non, à un personnage qui nous vient des États-Unis, plus précisément de la ville de Boston, et je vais essayer de t'expliquer qui est cette personne. Ça m'a fait penser au personnage d'enfant qui prend une place de plus en plus importante dans un roman de Nathaniel Hawthorne, La lettre écarlate. Oh, je suis désolé. Ça va, désolée. Mais du coup, je me permets de t'en parler parce que je trouve que l'analogie est intéressante. Pour resituer rapidement l'intrigue de ce roman, on est dans les années 1640, dans la communauté puritaine de Boston, et une femme est mise en prison pour avoir entretenu une relation adultère avec le pasteur de cette communauté, et naîtra de cette idylle un enfant qui s'appelle Pearl. Et Pearl entretient avec Eva Fuego des analogies absolument frappantes. Ah oui. Ce sont deux enfants qui naissent dans des circonstances très curieuses, mystiques, des enfants sauvages qui ont un rapport difficile aux autres, deux enfants qui grandissent de manière un peu trop spectaculaire pour être tout à fait normale. Et il y a, dans le roman de Nathaniel Hawthorne, une référence à un épisode biblique. Sous la plume de Hawthorne, on trouve cette phrase concernant le personnage de Pearl, « She's of great price ». Et la perle de grand prix, c'est une parabole que l'on trouve dans l'évangile de saint Matthieu. Ah, bravo. Et qui explique, ça nous permet de comprendre que le personnage de Pearl est bien sûr l'incarnation
du péché de ses parents, mais aussi la voie vers une possible rédemption. Ouais. Et j'ai trouvé cette ambivalence, a priori, dans le personnage d'Eva Fuego. Et à un moment, je crois que Serena explique que Eva Fuego, c'est son trésor caché. Or, dans l'évangile de Saint Matthieu, la parabole qui précède directement la parabole de la perle de Grand Prix, c'est la parabole du trésor caché. Ah oui. Il y a des correspondances évidentes. Je me suis demandé si c'était l'intertexte biblique que tu avais pris en compte, ou si c'était une référence à la littérature nord-américaine, toi qui fonctionnes aussi beaucoup par phénomène d'intertextualité. Absolument. Je me suis demandé si c'est quelque chose qui t'avait nourri dans la constitution du personnage d'Eva Fuego. Je te remercie beaucoup en effet de donner cette référence, et malheureusement, je dois t'avouer avec beaucoup d'honnêteté, j'aimerais beaucoup te mentir comme ça, non, et de dire qu'en effet, oui, j'ai pris immédiatement, je connais ce texte par cœur, mais malheureusement, figure-toi que non. Peut-être les femmes, les personnages femmes de lesquels je me suis inspiré pour Eva Fuego, c'était plus Nana de Zola, ou Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, tu vois, ou Clara Zetkin, comme ça, qu'on retrouve dans les cloches de Bâle d'Aragon. Et des femmes puissantes, des femmes fortes, des femmes qui se dressent, des femmes qu'on peut retrouver dans Marguerite Duras avec Barrage contre le Pacifique, qui tiennent seules une ferme distillerie, tu vois. Ou même, on parlait tout à l'heure de Romulo Gallego avec Barbara, qui est elle aussi Doña Barbara, et cette femme qui se tient seule dans un monde très masculin, au milieu des plateaux comme ça, vénézuéliens. Donc, je pense que ça a été plus dans ces références-là, mais bien entendu, je suis sûr que si j'avais lu The Pearl comme ça, et La Lettre écarlate, j'aurais sans doute pris énormément de notes, et sans doute on aurait pu retrouver comme ça en filigrane, souligné quelque part entre les mots, un clin d'œil au texte dont tu parles. Et je pensais l'écho d'autant plus probable qu'intervient à la fin, enfin dans la dernière partie de ton roman, un personnage de photographe qui s'appelle Matteo San Matteo. Alors je me suis dit, s'il ne parle pas de l'évangéliste, c'est vraiment... Oui, tu vois, donc c'était un pur hasard. Figure-toi que oui, enfin je te le dis avec beaucoup d'honnêteté, et c'est ça qui est beau justement, qu'on puisse réfléchir ensemble, c'est vraiment que du hasard. Et Matteo San Matteo, tout simplement parce que j'ai un très bon ami qui s'appelle Matteo, et j'avais lu un texte de Alessandro Barico où tu avais un personnage qui s'appelait Ismaël Ismaël, et je m'étais dit, c'est génial de prendre des personnages qui peuvent avoir le nom de famille est le même que le prénom, non? Et donc je m'étais dit, je reprends Matteo San Matteo de la même manière que Ismaël Ismaël. Et donc tout à coup, tu vois, finalement, ça ne se joue que dans un jeu d'épaulés, de jeux de coudes comme ça, avec d'autres livres, des passerelles qui se font, et de page en page, on finit par retrouver comme ça quelques correspondances. Et aussitôt, en parlant avec des personnes cultivées, intéressantes comme toi, eh bien, on se rend compte qu'il peut y avoir une épaisseur qu'on n'avait pas vue. Mais il me semble que c'est Prévert qui justement faisait, plus ou moins en gardant les proportions, bien entendu, le même constat, et qui disait, à ma mort, les gens sauront mes textes beaucoup mieux que moi-même. Alors, tant pis, on n'était pas d'accord sur les références, mais effectivement, c'est très intéressant. J'aurais voulu qu'on termine cet entretien en rebondissant sur la question de la féminité. Effectivement, Eva Fuego est une femme forte, c'est une femme moderne. Ce n'est pas la seule, on en parle moins, mais sa mère, Serena, elle aussi, est un étendard de la modernité féminine. Oui. Absolument. Eh bien, on m'avait posé la question plusieurs fois, ici et là, si c'était une sorte de livre féministe. Et c'est toujours particulier, parce que moi, étant un homme, de pouvoir parler du cœur des femmes, je me sens un peu illégitime, bien entendu. Cependant, je dois t'avouer que quelque part, avec beaucoup d'humilité, encore une fois, je pense que le combat féministe est un combat qui est pour et par les femmes. Parce qu'un homme ne sait pas exactement ce que c'est que le venin des contraceptions, ne sait pas ce que c'est que la douleur d'un avortement, ne sait pas ce que c'est qu'être dans le corps d'une femme qui marche dans la rue et qui retrouve alors une forme d'agression comme ça, tantôt au niveau de la parole, tantôt au niveau du regard, tantôt au niveau des choses qu'on te murmure. Moi, j'invite n'importe quel homme à passer 1 heure dans le corps d'une femme dans le métro de Paris, et puis après qu'il aille parler de machisme et de choses comme ça. C'est parce qu'on ne se rend vraiment pas compte. Je pense en effet que je ne peux pas alors d'une manière absolument légitime porter ce drapeau. Cependant, si avec le texte je peux suivre, je peux accompagner, je peux épauler, je peux souder et joindre mes aspirations aux aspirations d'une lutte et d'un combat qui me semble essentiel, alors je serai heureux que ce livre, encore une fois, avec humilité et modestie, serve d'arme pour cette lutte. Ce livre, ou ces livres peut-être, parce que on parle d'Eva Fuego, on parle de Serena, ce sont des femmes fortes,
courageuses. Il y en a une qui n'a pas à rougir non plus par rapport à ces deux-là, c'est Venezuela dans le voyage d'Octavio. Et ce que je constate, c'est que les femmes dans tes romans sont fortes et courageuses, certes, mais ce sont surtout les cerveaux de l'opération. Bravo, exactement, les cerveaux de l'opération. Comme tu dis, l'idée était de rompre le cliché avec la femme vénézuélienne qui est toujours considérée comme une femme qui est sexualisée. Il me semble que c'est les femmes qui ont gagné la plus grande quantité de Miss Monde et de Miss Univers. On les retrouve alors dans des bikinis comme ça, sur n'importe quel calendrier, dans n'importe quel garage. Et alors on se dit, la femme vénézuélienne, c'est ça. Or, moi je viens d'une famille de femmes guerrières, de femmes fortes, de femmes indépendantes, de femmes autonomes, de femmes souveraines, qui ont réussi à traverser le siècle sans être bras dessus, bras dessous avec un homme, sans forcément être toujours en train de se présenter par définition ou par opposition à un homme, et qui, seuls, se tiennent avec une forme de dignité pour pouvoir se dresser contre l'hégémonie des systèmes patriarcaux. Alors quelque part, eh bien, si moi je pouvais, dans mes livres, pouvoir présenter des femmes qui étaient comme ça, et de montrer au monde que la femme vénézuélienne n'est pas que sexualisée, la femme vénézuélienne est beaucoup plus. À cet égard, il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée dans le voyage d'Octavio. Je vais essayer de la retrouver dans mes petites notes. C'est une phrase qui concerne Venezuela. Tu expliques à la fois sa passion pour l'art et sa passion pour la lecture, elle qui apprendra à lire et à écrire à Octavio. Exactement. Et tu dis, de Venezuela, elle cherchait toujours à s'assoupir sur une métaphore. Qu'est-ce que c'est joli. Alors maintenant qu'on parle du voyage d'Octavio, moi j'ai une question qui concerne les liens entre tes deux romans. Est-ce qu'il y a une intention d'écriture commune à ces deux œuvres ? Je pense que si on peut trouver des ponts entre les deux, c'est pas tellement par rapport à l'imaginaire, par rapport à la géographie, je pense que ce serait plus un travail de la langue. Bien entendu, ce serait pas tellement à moi de le dire, sinon aux autres d'en juger, mais ce que je trouve fascinant, c'est de voir à quel point, en prenant une langue d'un pays, en la déracinant, en la transplantant ailleurs, comme par exemple le français l'a fait dans les colonies africaines, tout à coup ils ont vu des siècles plus tard apparaître des Léopold Sédar Senghor, apparaître des Diop, apparaître des Damas, apparaître des Aimé Césaire, qui ont ramifié, modifié la langue à des niveaux dont les Français eux-mêmes ne soupçonnaient pas leur langue. Si bien qu'en lisant les textes de Sédar Senghor, les plus grands professeurs émérites des universités parisiennes disaient « je redécouvre ma propre langue », parce qu'ils avaient apporté aux Français une tropicalité, une forme de mangue, la saveur de la goyave, quelque chose qui est dans la profondeur minérale, organique de la Pachamama, de la mer-terre, et redonner aux Français peut-être une force, une longueur, une sorte de savane comme ça, qu'ils n'avaient pas eu avant. Et je pense à des mots puissants, par exemple le mot selve, qui a disparu de la langue française, qui est resté en espagnol, selva, qui a donné jungle, qui a donné d'ailleurs sylvestre, et qui peut-être alors certains écrivains arrivent à aller chercher dans les poubelles de l'histoire des mots d'hier pour les lancer dans la lumière violente de la modernité et en faire les mots de demain. Et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je recommande très chaudement la lecture de tes deux romans, c'est que tu remotives le sens des mots et que tu ne sacrifies pas la précision sur l'autel de la clarté, de la simplicité. Il y a quelque chose qui m'a marqué peut-être plus dans le voyage d'Octavio d'ailleurs que dans Sucre Noir, c'est cette envie que tu as parfois de cultiver un langage un peu suranné. Je n'irai pas jusqu'à précieux parce que ça me semble pas opportun, mais voilà, redécouvrir le sens des mots à partir de leurs racines étymologiques. Absolument. Ça m'a moins marqué dans Sucre Noir, Oui. et je trouve d'ailleurs qu'il y a quelque chose de plus ambivalent dans ton style dans Sucre Noir. Tu te permets des changements de registre. J'ai noté, bon alors c'est vraiment un point de détail, mais tu expliques que le second du navire d'Henry Morgan pissait. Et je me suis dit, mais jamais j'aurais trouvé ça dans le voyage d'Octavio qui était si poétique. Est-ce que tu sens qu'entre les deux romans, il s'est passé quelque chose dans ta conception du juste style ? Oui, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Écoute, je dois t'avouer que lorsque j'ai écrit Octavio, qui est le premier roman, on a souvent, dans les premiers romans, une sorte de dette qu'on a envers certains grands auteurs, puisqu'on a tant lu et on veut absolument leur rendre un hommage silencieux, sublime et secret, et alors tu mets à l'intérieur de ton texte énormément tantôt de références ou des phrases ou des structures comme ça, de phrases que tu as envie de caler qui ont à voir avec les auteurs. Mais également, sans doute, on a une dette envers des mots qu'on a absolument envie de mettre.
Si tu as lu par exemple Hugo, eh bien tu ne peux pas imaginer d'écrire un poème sans mettre le mot farouche ou mettre le mot abîme, parce qu'on le retrouve absolument dans toutes les contemplations. Et si tu as lu comme ça d'autres textes, eh bien tu es obligé de mettre tel ou tel mot. Je pense que pour Octavio, quelque part, eh bien, je voulais reprendre ces mots qui m'avaient un petit peu fasciné, qui avaient composé une sorte de constellation dans mon cœur, et je voulais les remettre là. Mais je dois t'avouer que peut-être certaines personnes, avec de la gentillesse et de la bienveillance, on peut me dire, mon ami, parfois tu es un petit peu épineux comme ça dans ton écriture, et on retrouve une sorte de chemin un peu tortueux, un peu étrange. Pourquoi ne pas écrire plus simplement? Et il me disait, tu sais, si claire est l'eau du bassin d'un texte, qu'il faut se pencher longtemps pour en comprendre la profondeur. Plus clair sera ton bassin, plus simple sera ton bassin, et plus profond il sera. Et je pense alors qu'au passage de Sucre Noir, eh bien, j'ai dégraissé encore plus le texte, essayé d'aller à l'os, à la simplicité la plus grande. Quand par exemple tu es en train de faire une description, et tu dis « la maison était bleue », alors je vais aller chercher dans le dictionnaire, je vais trouver bleuie, bleuté, bleuâtre, et violâtre, bleuissant, bravo. Et donc quand tu fais ta description, tu dis la maison était bleuissante avec des tons mauves, il y avait quelque chose de bleuâtre et de bleui, et tout à coup quand tu relis ton passage, tu te rends compte c'est comme des taches bleues au milieu de la page. Il me manque tant de livres, tant de kilomètres d'encre et de pages pour un jour avoir l'intelligence, la grandeur d'écrire la maison était bleue. C'est une recherche et de simplicité et de complexité, paradoxalement, avec ce jeu des registres, des tons, puisqu'on peut très bien passer du plus parfait tragique au plus parfait comique, et c'est aussi ça, je trouve, la grande richesse de Sucre Noir, tout en restant parfaitement admiratif du travail que tu avais fait sur le voyage d'Octavio. Et pour finir notre entretien, j'aimerais revenir sur une très jolie formule que tu emploies, qui intervient lorsque Severo fait la cour à Serena, mais qui est encore une cour discrète et pas très bien acceptée. Elle lui répond pour calmer ses ardeurs, si ce sont des roses, elles fleuriront. Alors moi j'ai l'impression en te rencontrant et en lisant tes livres d'avoir face à moi 2 très jolies roses, et j'attends la complétude du bouquet. Merci Miguel, bonne foi. Merci beaucoup, Joara.